Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Campus Mag Languedoc-Roussillon, une plongée en direct dans l'actualité de l'enseignement supérieur et de la recherche en région Languedoc-Roussillon. Campus Mag LR est possible grâce à la collaboration des universités Montpellier 1, Montpellier 2, Montpellier 3, des universités de Nîmes, de Perpignan, la Maison des sciences de l'homme de Montpellier, l'IRD, Montpellier Supagro, le CNRS, Agropolis International, Radio Campus Montpellier, le Crous de Montpellier et le Presse Sud de France qui nous accueille ici aujourd'hui en direct à l'Institut de Botanique pour une émission spéciale autour des rencontres scientifiques universitaires entre les villes de Montpellier et de Sherbrooke. Comme d'habitude, Campus Mag Languedoc-Roussillon est diffusé sur les ondes de Radio Campus Montpellier, le 102.2, et exceptionnellement aujourd'hui sur les ondes de CFAK, la radio du campus de l'Université de Sherbrooke. Campus Mag Languedoc-Roussillon, 3e édition, c'est parti en direct donc, de cet bel institut de botanique à l'invitation du Presse Sud de France et de l'Université Montpellier 1, dont le président Philippe Auger est à nos côtés. Donc merci, quelques mots de bienvenue de la puissance invitante ici à l'Institut de Botanique. Puissance invitante, c'est peut-être un grand mot, puisque l'Institut Botanique abrite les locaux du Presse. Mais l'Institut Botanique, c'est un bâtiment de l'Université Montpellier 2 qui donne sur l'Université Montpellier 1, le Jardin des Plantes. Et c'est finalement ce portail ouvert entre les bâtiments qui témoigne aussi donc de notre projet, de notre volonté de fusion de nos deux établissements, un processus de fusion qui est en route. Merci à vous d'avoir choisi le Presse pour venir aujourd'hui. Presse, outil de mutualisation au service de l'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région. Un outil donc de mutualisation porteur évidemment de projets, comme vous aurez l'occasion de le voir dans l'émission, le collège doctoral notamment, le pôle entrepreneuriat étudiant, l'opération campus de Montpellier, l'opération immobilière. Donc merci à vous d'être venus. Et puis je dois dire que cette initiative eh bien, témoigne que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, à travers leur service communication, à travers également leur DSI, tous les acteurs donc de l'audiovisuel, de la communication, eh bien, peuvent travailler ensemble pour proposer donc aux auditeurs cette manifestation. Donc certes, c'est un plaisir de vous accueillir, mais c'est également un plaisir que vous reveniez chez vous, puisque le Presse, enseignement supérieur à la recherche, et donc acteur enseignement supérieur à la recherche, vous êtes chez vous. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, Montpellier accueille donc les rencontres scientifiques universitaires, Montpellier-Sherbrooke, 4e édition de ces rencontres universitaires qui ont lieu tous les 2 ans. C'est l'occasion pour nous de sceller encore un peu plus un partenariat qui a été initié il y a une dizaine d'années, donc avec cette université de Sherbrooke, avec cette ville de Sherbrooke avec laquelle Montpellier a également des relations internationales très fortes. Et le choix du site universitaire montpelliérain, parce que sur les 3 universités, c'est également le CHU, c'est l'école de chimie, le choix des 3 universités, du site montpelliérain, eh bien, c'est de retenir des relations internationales qui soient privilégiées avec des villes dans lesquelles soit la ville de Montpellier, soit l'agglomération de Montpellier, soit la région de Roussillon a déjà des relations. Il faut fédérer nos forces sur une destination commune. Donc aujourd'hui, c'est un moment important parce qu'il y a sur le site de Montpellier ces rencontres. C'est un moment important aussi pour le Presse, par votre présence, parce que eh bien, vous faites connaître le Presse, vous donnez un coup de projecteur, même si avec ce soleil, il n'y a pas vraiment besoin de projecteur pour avoir la lumière. Donc merci d'être venu ici. Et donc à vous toutes et à vous tous, très bonne émission et à très bientôt dans nos établissements. Merci encore. Merci beaucoup Monsieur Auger. Donc cette émission est donc lancée, on l'a dit, elle est placée sous le signe aujourd'hui d'une semaine de 2 jours particulier où on reçoit des gens de Sherbrooke, une semaine, 2 journées donc de rencontres scientifiques universitaires Montpellier-Sherbrooke. Alors on accueille avec nous Madame Jocelyne Fauché, vous êtes secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales de l'Université de Sherbrooke, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier les collègues montpelliérains qui nous accueillent et qui organisent avec un tel brio ces 4e rencontres.
Merci à eux. Et donc à côté de vous, Monsieur Adel Elzaïm, qui vous êtes donc directeur général de l'Agence des relations internationales de l'Université de Sherbrooke. Donc vous veillez, j'imagine, au rayonnement de Sherbrooke dans le monde. Écoutez, effectivement, c'est un des mandats du service que j'ai l'honneur de diriger et bien sûr l'organisation des rencontres cette année-ci avec les collègues de Montpellier relevait aussi de la responsabilité de notre équipe. Donc je tiens à saluer tout le monde, puis à saluer aussi les collègues à Sherbrooke. Je viens de comprendre qu'ils sont en train de nous écouter aussi. Absolument, sur les antennes de la radio. Peut-être quelques mots sur la programmation cette année. Alors, de Sherbrooke, en fait, il y a une délégation de 100 personnes de l'université, incluant également des gens de nos centres hospitaliers affiliés. Donc, c'est un signe, dans le fond, de l'importance de ces journées pour le développement d'activités académiques, pour le développement de la recherche. Et en fait, tout au long de ces années, il y a une collaboration très étroite, mais de telles rencontres viennent marquer vraiment dans le temps les progrès depuis plusieurs années. Et c'est également le lieu pour en créer de nouvelles collaborations avec des équipes qui se connaissent peut-être un peu moins. Donc, ça permet pour nos étudiants d'avoir de nouvelles opportunités puisque ces rencontres permettent de développer des programmes comme des programmes bidiplômants, de pouvoir développer davantage d'autres activités scientifiques ou de plus grandes collaborations d'activités scientifiques pour le bénéfice évidemment aussi de nos étudiants à la maîtrise au doctorat, entre autres. Entendu. Alors, on a eu nos amis de Sherbrooke, peut-être présenter les invitants de Montpellier. Monsieur Jean-Paul Fernandez, donc vous êtes vice-président délégué aux relations internationales de l'Université Montpellier 1, et donc vous accueillez ces rencontres. Oui, merci de nous donner la parole. Je la prends aussi après ce qu'a dit mon président. Donc, je vais rester sur les journées de Sherbrooke. Notre collègue de Sherbrooke, Jocelyne, donc, a parlé effectivement de 100 Sherbrookois qui sont présents à Montpellier. Il y en a autant, si ce n'est plus, de Montpellier aussi qui les accueillent, puisque des ateliers sont faits dans les différents sites universitaires, universités et aussi grandes écoles. Pour Montpellier, ce que je voudrais dire, donc, c'est qu'il y a une grosse partie médicale qui est venue cette année à Montpellier. Il y a plus d'une trentaine de personnes pour tout ce qui concerne la santé, aussi bien médecine que pharmacie. Mais il y a aussi droit qui, lui, avait lancé depuis fort longtemps des colloques entre Montpellier et Sherbrooke. Bien entendu, d'autres domaines comme l'économie, les sciences politiques sont développés. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Comme a dit Jocelyne, tout cela est fait aussi pour nos étudiants, qu'ils puissent faire des mobilités dans un sens comme dans l'autre et faire des thèses en co-tutelle. Merci beaucoup. Alors avec nous également Anne-Marie Motard, vous êtes vice-présidente déléguée aux relations internationales de l'Université Montpellier 3, l'Université Paul Valéry. Quelle signification prennent ces rencontres pour vous ? Merci. Eh bien, tout d'abord, je me réjouis d'accueillir nos collègues de Sherbrooke pour la 4e édition de ces rencontres et qui témoignent de la vitalité de la coopération entre les universités du Languedoc-Roussillon et l'université de Sherbrooke, puisque le nombre d'ateliers cette année est toujours plus important avec de nouveaux participants, de nouvelles équipes qui s'associent à ces rencontres scientifiques. Donc c'est extrêmement positif, c'est un approfondissement de cette coopération qui est significatif et prometteur pour l'avenir. Par ailleurs, je me réjouis de la collaboration entre les 3 universités montpelliéraines autour de ce projet qui témoigne de notre volonté de travailler ensemble, de notre plaisir, du plaisir que nous avons à travailler ensemble également. Merci. Et cette collaboration des universités montpelliéraines s'étend également aux autres universités du Languedoc-Roussillon, Nîmes, Perpignan, et également aux autres établissements d'enseignement supérieur qui sont impliqués dans ce partenariat. Donc cette synergie universitaire s'inscrit dans une synergie régionale, dans les activités privilégiées que la ville de Montpellier entreprend avec sa ville jumelée de Sherbrooke. Très bien, et donc avec nous également Monsieur François Haine, qui est donc vice-président délégué aux relations internationales pour l'Université Montpellier 2, Sciences et Techniques. Donc les 3 universités sont effectivement là. En matière de sciences et techniques, les relations avec Sherbrooke sont particulières ?
Au niveau de... Ce sont des rencontres scientifiques. Donc c'est pour ça, parce que nos 3 universités sont des universités ici à Montpellier, mais c'est aussi le cas à Sherbrooke, des universités de recherche intensive. Donc au-delà et avec, parce que ça s'accompagne nécessairement des échanges d'étudiants, des échanges d'enseignants, des échanges aussi de personnel, c'est aussi une activité de recherche. Et on sait bien que la recherche nourrit des échanges et de nos échanges au niveau des connaissances. Alors oui, parce qu'on travaille sur tous les sujets. Donc là, il y a une collaboration dans l'organisation, dans la réception de bienvenue de nos amis québécois de Sherbrooke, mais aussi on travaille tous ensemble toute l'année, des chercheurs et des enseignants-chercheurs de nos établissements travaillent toute l'année sur des sujets. Et alors bon, on vous a dit, il y a plusieurs dizaines de colloques qui sont organisés pendant ces 2 journées. Mais bon, par exemple, à titre d'exemple, je retiens les colloques sur la biodiversité, donc qui sont bien sûr des colloques dans lesquels les sciences et les techniques interviennent, mais aussi les aspects sociaux, les aspects historiques, les aspects de santé. Il y a un colloque sur l'eau. Donc aussi l'eau, c'est quelque chose, c'est une thématique transversale. Il y a un colloque sur le vieillissement avec aussi les aspects santé, les aspects psychologiques, les aspects aussi comment l'utiliser, les développements les plus récents au niveau des outils informatiques, de l'électronique, de la microélectronique pour venir en aide donc aux personnes qui sont à mobilité réduite ou pour accompagner le vieillissement. Donc on est sur des sujets qui sont transversaux et c'est pour ça que c'est très symbolique, très symptomatique ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on est ici à représenter toutes les disciplines pour travailler ensemble, pour faire avancer des sujets de société. La société attend que nous lui fournissions, si possible rapidement, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours aussi rapide qu'on le souhaiterait, mais des résultats dans nos recherches. Et c'est en échangeant, en collaborant avec nos amis de Sherbrooke que l'on peut s'enrichir et faire avancer les problématiques de façon plus rapide. Donc je crois que ça a un intérêt universitaire, ça a un intérêt politique parce qu'on se retrouve tous ensemble autour de tables, mais c'est aussi un intérêt concret au niveau du développement scientifique, technologique. Et c'est une des missions de l'université. Parfait. Et donc j'imagine un certain nombre de colloques qui sont ouverts au public. Probablement, il faut se renseigner sur le site du Presse Sud de France. Je sais qu'il y a un site internet qui a été mis en place pour avoir le déroulé des séances et des colloques. Peut-être quelques mots sur... alors, on va passer le micro, parce que je crois qu'il y avait un petit problème technique avec le précédent. Quelques mots sur les origines, en fait, de cette relation entre Montpellier et Sherbrooke. Je laisse la parole. Oui, si je peux, étant donné que je suis le plus ancien, disons, dans cette coopération avec Sherbrooke, qui a démarré donc en 2003 par la visite du recteur Bruno Marie, et puis qui a été donc depuis très peu de temps, en fin de compte, avec le recteur Luce Samoisette, Jocelyne et Adèle aussi, qui nous a rejoints il y a 2 ans. Donc à partir de là, donc c'est la 4e édition. Il y a eu une édition ici à Montpellier en 2008. La première a eu lieu à Sherbrooke en 2006. Puis 2010, alors on a dit c'est des biennales, mais de 2010 à 2013, ça fait 3 ans. Là-dessus, donc ça s'explique, puisqu'en 2012, il y avait pas mal d'élections universitaires, mais aussi nationales à Montpellier. Mais les prochaines auront bien lieu à 2015, et nous sommes déjà en train d'envisager à quelle époque. C'est toujours le même schéma pour ces rencontres. Ce sont donc les chercheurs et les enseignants de chacune des universités qui sont en contact, qui définissent un programme. Nous sommes là pour les accompagner, les aider, mettre tout en place. Et puis chacun, dans nos domaines respectifs de thématiques, aussi nous intervenons. Comme par exemple, aujourd'hui, nous sommes donc tous les 5 réunis dans un atelier sur l'internationalisation ouvert au public. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à vous. De belles et bonnes rencontres. Bon prochain rendez-vous à Sherbrooke, donc dans 2 ans, si j'ai bien compris. Et profitez bien de Montpellier ici. Merci à vous. Bonne journée. Alors on continue ce Campus Mag Languedoc-Roussillon. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une nouveauté du Presse Sud de France, le collège doctoral du Languedoc-Roussillon, une composante donc du Presse, toute nouvelle. Et pour nous en parler, donc Marielle Cadopi, qui est professeure émérite à l'université Montpellier 1, qui dirige donc ce collège doctoral, accompagnée d'une doctorante, une jeune doctorante italienne, Serena Vegna, qui est doctorante à l'école doctorale CBS2 Sciences chimiques et biologiques pour la santé. Bon, peut-être qu'elle nous en dira 2 mots sur ses travaux de thèse et ce qu'elle attend d'un tel collège doctoral, mais peut-être déjà quelques mots pour comprendre quelle est la mission d'un tel collège.
et puis peut-être présenter finalement ce collège doctoral. Merci et bonjour. Alors, pour vous parler de ce qu'est le collège doctoral, je pense qu'il faut d'abord que je vous parle de ce qu'est une école doctorale. Les étudiants et les étudiantes, mais je l'emploierai le masculin pour aller un petit peu plus vite, qui veulent passer ce qu'on appelle une thèse ou un doctorat, sont accueillis au sein d'une école doctorale qui regroupe sur une thématique donnée, je prendrai un exemple tout à l'heure, plusieurs étudiants dans des laboratoires de recherche. Et ces écoles doctorales leur offrent aussi une formation scientifique complémentaire à celle qu'ils ont reçue auparavant. Dans la région Languedoc-Roussillon, nous avons 12 écoles doctorales qui vont de Perpignan jusqu'à Montpellier, avec UM1, UM2, UM3, l'Université de Perpignan, donc l'Université de Nîmes, et 2 grandes écoles que sont l'École supérieure de chimie et Supagro. Ces 12 écoles doctorales sont extrêmement différentes puisqu'elles vont de droit, par exemple, en passant par sciences des procédés, sciences des aliments, ou bien sciences du mouvement humain, ou bien littérature, langue et civilisation. Et pour que le fonctionnement de ces écoles doctorales soit le plus harmonieux possible et au service de tous les étudiants, elles ont été regroupées dans une structure qu'on appelait le Collège doctoral du Languedoc-Roussillon, que je dirige, si vous voulez, depuis le 1er janvier 2013. Donc c'est un bébé tout petit encore. Hein, et je le dirige avec une gestionnaire administrative qui s'appelle Catherine Morales, qui auparavant s'occupait de la maison des écoles doctorales, qui avait un peu la même vocation, mais qui néanmoins ne regroupait pas toutes ces universités pour tout le Languedoc-Roussillon. Et je pense que la mission du collège doctoral, c'est de mettre au point, entre toutes les écoles doctorales, les modalités d'un fonctionnement le plus concerté possible. Donc on va essayer d'harmoniser des procédures d'inscription, de réinscription, de soutenance. On essaie aussi de travailler sur une charte de thèse qui soit la plus commune possible, mais on a toujours le souci de ne pas enlever de spécificité aux écoles doctorales qui composent le collège. Et on a quand même une mission principale très importante qui est de favoriser l'insertion professionnelle de tous ces jeunes et en particulier de les mettre en relation avec les entreprises. C'est pour ça que nous organisons d'ailleurs des formations spécifiques et transversales de façon à leur faciliter cette insertion. Et je pense que le mieux, c'est peut-être de passer le micro à Serena. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que Serena Vegna donc, pourra profiter. Donc, vous êtes doctorante italienne. En 2 mots, votre thèse porte sur Moi, je travaille au CNRS, à l'IGMM, à l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier. Je travaille sur l'hépatite C et le cancer du foie. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce que vous attendez d'une telle école doctorale, enfin d'un tel collège doctoral ? Oui, alors, comme on disait, le collège doctoral vient de naître, donc ça fait quelques mois qu'il existe. Et, les étudiants ont beaucoup d'attentes, et en particulier les étudiants étrangers qui souhaiteraient avoir dans le futur un accueil plus spécifique pour les étudiants étrangers, justement pour leur permettre une insertion dans le cadre universitaire et dans le système français en général, tout en sachant que quand ils arrivent, ils ne parlent pas français, pas tous, et donc de leur permettre une insertion plus rapide et plus facile au sein des instituts et au sein des universités. Et ils souhaitent aussi avoir augmenter et avoir un très bon niveau de formation qui normalement est garanti par les écoles doctorales et d'espérer de l'implémenter que ce soit toujours mieux. Parfait, merci beaucoup. Bonne continuation dans vos travaux de thèse et puis donc longue vie à ce collège doctoral. Donc précisément, quelques mots de... Je vais en profiter pour vous présenter quand même quelque chose qui est tout nouveau. Qui est la couverture unique de thèse pour toutes les écoles doctorales de toute la région du Languedoc-Roussillon. Vous en avez la primeur. Et les 3373 étudiants qui composent le collège auront, quand ils passeront leur doctorat, une couverture unique. Voilà. Voilà la future couverture de votre thèse, Serena.
Alors Serena disait qu'elle aimerait bien être accueillie, elle trouvait que l'accueil des étudiants étrangers c'est très important et précisément le Presse Sud de France s'occupe de l'accueil des étudiants et chercheurs internationaux à Montpellier. Donc avec nous pour en parler, Cathy Ivor, vous êtes donc responsable du service accueil international, et Axel Paul, gestionnaire de ce même service. Alors précisément en matière d'accueil de chercheurs et d'étudiants, qu'est-ce que vous mettez en place ? Je sais pas, oui, ça marche. Concrètement, on a une équipe d'étudiants français et étrangers qui accueille les étudiants internationaux et chercheurs qui arrivent à Montpellier. On s'occupe d'eux pour leur titre de séjour. On a aussi un parrainage international et puis l'aide au logement avec un dispositif qui s'appelle le phare, qui est du Crous et qui est chez nous aussi. Voilà. Il y a aussi, je me souviens, on avait parlé dans une précédente émission d'un système de parrainage. Oui, le parrainage international. Donc ça, c'est une action bénévole d'étudiants qui sont sur Montpellier depuis 1 an, qui accueillent les primo-entrants. Voilà. Pour ce qui est des... Ça marche plus, si. Et voilà, les titres de séjour, c'est vrai qu'avec la préfecture, on a monté tout un procédé. Et donc les étudiants ne vont plus à une préfecture, sauf au mois d'août, ou aux vacances de Noël, c'est le seul moment où on est fermé. Et ils sont reçus par d'autres étudiants qui parlent plein de langues. Donc tout ça, ça leur enlève leur stress et c'est plus facile dès que ça se passe avec leur père. D'accord, je crois le plus compliqué, ça a l'air, semble-t-il, les titres de séjour. Oui, j'ai cru entendre normalement que vraisemblablement ça pourrait changer, que les étrangers pourraient avoir un titre de séjour de 3 ans, les étudiants, c'est... Alors il y a une circulaire qui vient de sortir, oui, par rapport au titre pluriannuel, où ils auront droit sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient au moins étudiants en France depuis 2 ans. Et pour les masters... Je regarde Axel parce qu'il sait autant que moi. Voilà, 2 ans pour les masters et puis pour les doctorants, ça c'est tout nouveau pour tous les doctorants, donc une carte pluriannuelle entre 2 et 4 ans. D'accord, ça simplifiera, j'imagine. Axel, ces étudiants et chercheurs, globalement, ils viennent plutôt d'où ici ? Globalement, ils viennent de vraiment partout. On n'a pas vraiment de chiffres par nationalité, ou voilà. Mais après, on voit vraiment des étudiants du monde entier venir, beaucoup du Maghreb, de Chine aussi. Voilà. Les procédures restent les mêmes pour tous à partir du moment où ils sont hors européens. Donc voilà. Donc après, on fait au mieux pour accueillir, pour essayer de faciliter ces démarches au quotidien, en travaillant avec la préfecture, en essayant de trouver, dans la limite des lois qui sont proposées aussi, des moyens pour leur rendre ce parcours le moins difficile possible. Voilà. Et c'est vrai que cette circulaire sur les cartes pluriannuelles va également beaucoup les aider dans ce parcours aussi. Oui, j'imagine. Et les services que vous proposez, c'est ici même, c'est ça, à l'Institut botanique ? Voilà, dans une partie du bâtiment dédiée à cet accueil sur 2 salles. Et nous, avec l'équipe de la préfecture qui nous accompagne, voilà, nous sommes basés ici. D'accord, et peut-être un site internet, j'imagine, pour aider les étudiants aussi. Sur le site du Presse Sud de France, il y a une partie internationale dédiée pour les étudiants et les chercheurs étrangers. Entendu. Eh ben, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, une première partie d'émission qui tire à sa fin. C'était le Presse Sud de France qui nous accueillait ici. C'était ces 20 minutes consacrées donc à ces rencontres Sherbrooke-Montpellier et donc à l'accueil des étudiants étrangers et ce collège doctoral qui vient d'être mis en place. Carte blanche désormais aux étudiants qui viendront après un petit jingle. Bonjour à vous. Alors les étudiants, je vous laisse vous présenter. Philippe de Courval, je suis président du regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke, le REMDUS. Bonjour, moi c'est Marie-Pierre Boisvert, je suis vice-présidente externe et aux affaires politiques du REMDUS, le même regroupement. D'accord. Et donc Guillaume Vuessy, le vice-président étudiant de l'Université Montpellier. Très bien. Alors du coup, pendant ces rencontres, qu'est-ce que vous échangez entre étudiants ? C'est l'occasion de parler de projets, d'échanges ? Eh bien, c'est d'abord l'occasion de se connaître. Avant tout projet, avant toute initiative, il faut d'abord connaître un peu l'autre, ses réalités, ses projets à lui,
les initiatives, tout ce qui est développé, tout ce qui est mis de l'avant ici à Montpellier et du même coup ce que nous faisons à Sherbrooke. Et le mentionner à Montpellier et évoquer toutes ces idées. Et bien, après coup, évidemment, on travaille sur un document pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun et quelles sont les initiatives possibles. D'accord. Et parmi les initiatives que vous avez déjà prises, enfin qui sont déjà en cours, j'imagine, puisque le jumelage, entre guillemets, n'est pas nouveau, donc qu'est-ce qui est déjà en cours et qu'est-ce que vous projetez éventuellement de développer? Bien, cette proximité-là, le fait de vraiment se rencontrer, je pense que c'est la première fois que ça arrive. Puis, mon Dieu, il y a tellement de différences entre nos associations étudiantes au niveau de la structure, au niveau de ce que les étudiants attendent de leurs associations étudiantes aussi. Puis, nous, comment on fonctionne, c'est vraiment plus d'aller chercher directement en Assemblée générale là, nos membres. On a, au REMDUS, environ 7000 membres, donc c'est juste les cycles supérieurs. Puis, on a une Assemblée générale à chaque année qui réunit, là, on espère, le maximum de membres pour prendre des décisions autant politiques que administratives là, ou institutionnelles. Donc, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne ici et on est un peu étonnés de constater les différences. Entendu. On voit des images qui défilent. Là, on est sur les campus où? Alors, c'est à Montpellier, à Sherbrooke? Ça ressemble à Montpellier, je crois. Non? Alors, vous faisiez état donc de différences méta-vie, et peut-être que je m'avance, mais que le processus est beaucoup plus participatif ou que les étudiants ont plus de pouvoir au Québec qu'à Montpellier. Est-ce que je me trompe? On a commencé cet après-midi vraiment les débats sur les différents modèles. Je ne sais pas si on peut déjà dire, voilà, de faire ce constat. C'est une implication qui est différente. On est peut-être beaucoup plus au sein de l'université. On est inclus vraiment dans l'équipe de gouvernance, beaucoup plus, je pense, qu'au Québec. Des discussions qui sont peut-être beaucoup plus nombreuses avec l'équipe de direction de l'université. C'est des modèles qui sont différents. On va continuer de travailler sur nos convergences, divergences entre Montpellier et Sherbrooke, et on fera un document à partir de ce travail. Et donc, alors, c'est un document qui régirait quoi? Des échanges d'étudiants, entre associations, des jumelages possibles? Ah, mais peut-être, juste avant, je vais changer un peu, mais peut-être pour réagir sur ce que vous avez mentionné précédemment, parce que c'est très intéressant. Évidemment, nous, on va le dire qu'on espère et on souhaite et on croit que les étudiants à Sherbrooke sont impliqués, mobilisés. Et il faut le mentionner, la structure aussi, on parlait de la formule ou la façon de fonctionner. C'est très différent. Là, il faut nous voir peut-être pas comme quelque chose qui est inséré ou qui est inclus au sein de l'université, on ne fait pas partie des instances de l'université, mais on est en parallèle, on collabore évidemment, mais on est aussi capable de revendiquer très fortement, comme vous l'avez vu au printemps passé, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et à ce niveau, ça fait de nous des personnes hyper mobilisées, très réactives et combattantes comme collaboratrices au même point. Mais je vais laisser répondre. Et alors, ça veut dire cette année, on n'a pas entendu les casseroles là au printemps? C'est terminé ou? Là, c'est terminé, oui. Peut-être que ça va reprendre. Là, est-ce que ça veut dire que vous avez obtenu gain de cause sur cette fameuse... Je dirais que oui. C'est sûr qu'il y a une partie de nos étudiants qui militaient pour la gratuité scolaire, ce qu'on n'a pas obtenu, ce qu'on n'obtiendra pas avant très longtemps, je crois, à moins d'avoir un grand revirement de situation. Mais ce qu'on a pour l'instant, c'est l'indexation. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'au lieu d'avoir une hausse monstrueuse comme ce qui était prévu, on a une hausse d'environ 3% par année pour une certaine période de temps. Là, donc, c'est déjà moins pire. Mais c'est parce qu'on est allé en élection que ça a changé. C'est pas le gouvernement qui a reviré de bord. C'était vraiment... c'est parce qu'on a changé de gouvernement, c'est pour ça. L'augmentation sera graduelle, sera plus facile à encaisser. Plus facile à long terme, peut-être pas, là, mais pour l'instant, ça va. Et alors, à Montpellier, quelles sont les grandes revendications étudiantes que vous portez à la direction? Elles sont nombreuses sur évidemment les formations, sur l'offre de formation, les modalités de contrôle de connaissances. On en a parlé, c'est vrai qu'on a des modèles différents, rien que de base sur l'inscription. Combien coûte une inscription en France et au Québec? Déjà, les cartes sont différentes. Donc, les revendications sont obligatoirement différentes. Mais c'est complémentaire et déjà les débats sont enrichissants sur comment faire pour faire passer le message en tant qu'étudiant dans nos instances en France et au Québec. Vous allez forcément trouver un terrain d'entente? Sûrement qu'on va pouvoir adopter des choses qui se font ici et qu'inversement aussi, j'espère.
Parfait. Alors, bons travaux dans votre document et puis bel avenir à vous. Merci. Bon retour à Sherbrooke et profitez bien de Montpellier aussi. Allez, on continue ce Campus Mag Languedoc-Roussillon. On est donc dans la carte blanche aux étudiants. Et cette fois-ci, on accueille des étudiants qui s'occupent de tutorat à l'Université de Montpellier 1. Alors, je ne vous connais pas tous. Cédric Bourgeois va nous rejoindre, je crois. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, on est étudiant de médecine et pharmacie et on est ici pour représenter le tutorat. Donc le tutorat le tutorat santé est là pour aider les étudiants PACES. Donc c'est organisé par les étudiants de 2e et 3e année de pharmacie, de médecine et les autres professions de santé. Et donc le but c'est d'aider donc un accompagnement moral, mais surtout un accompagnement aussi dans les cours et qui est gratuit. Donc c'est ça qui est important. Et donc on est 3 associations, l'ATP, Association des tuteurs en pharmacie, l'ATM Carré, donc Association des tuteurs Montpellier en médecine, et le TSN, Tutorat Santé Nîmes. Et donc on est fédéré au sein de la FED pour permettre une meilleure coordination et coopération des 3 associations locales et pour nous représenter donc devant les autres associations et devant tout le monde. D'accord, du soutien moral parce que ça veut dire qu'on craque avec des études trop difficiles. C'est toujours aussi difficile, médecine ? C'est le concours de première année qui est vraiment difficile. Là, il faut tenir le coup et puis le tutorat, on est humain, on est passé par là et puis on est là pour aider les étudiants. Parfait, alors avec vous ? Donc moi maintenant je vais parler du rôle du tuteur. À quoi sert-on en fait ? Donc si on devait juste donner un seul mot, on donnerait le mot aide. En fait, cette aide est pluridisciplinaire. On a d'abord une aide à la compréhension. Cette aide à la compréhension, elle est faite à l'aide de séances, parce qu'en PACES, un des pires sentiments que l'on puisse ressentir, c'est bien l'incompréhension. On se sent déboussolé, on se sent vite même idiot, et on est très vite attiré par la case abandon. Et nous, justement, donc, on élabore des séances avec nos autres collègues tuteurs et avec les enseignants qui sont là pour nous encadrer du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la préparation jusqu'à l'exécution de chaque séance de tutorat. Après, il y a une aide également méthodologique et bien évidemment une aide psychologique. Moi, en fait, là, je vais juste vous parler de ce qu'on organise en plus donc, des séances. D'abord, le stage pré-rentrée, 2 semaines avant, la rentrée, la vraie rentrée, où en gros, on commence à expliquer le programme de premier quadrimestre pour les aider un peu à envisager mieux l'année. Ensuite, toute l'année, donc au premier et au 2e quadrimestre, on organise les concours blancs, qui leur permettent en fait de se rendre compte des conditions du vrai concours et de leur établir un vrai classement où ils pourront un peu s'évaluer. Chaque UE a la possibilité d'organiser des calls, donc c'est pareil, c'est le même but, on les entraîne au concours et on les classe à la fin. Et enfin, donc l'idée c'est qu'entre midi et 2h, on est toujours ouvert à l'IDB, donc à l'Institut de biologie, pour répondre à leurs questions et ils peuvent ainsi donc aussi récupérer leurs séances et les corrections de chaque séance qu'on imprime pour eux avant. Voilà. Entendu, mais tout ça est très très sérieux. Alors des calls, des examens blancs, enfin, vous faites des fêtes aussi pour détendre les étudiants, ça les aide aussi à... Première année, c'est pas trop le but, en général. Il y en a, non. Il y en a quand même. Et donc vous êtes dans des années supérieures et vous aidez donc des plus jeunes. Et vous aviez été aidé précédemment, vous ? Oui. Parfait. Alors, je me tourne vers nos autres invités, Cédric Bourgeois et, alors je ne connais pas votre... Allez-y, prenez le micro. Sébastien Chiose. Alors vous faites du tutorat, alors vous aidez des élèves handicapés. Alors ouais, on a développé un système pour pouvoir aider les élèves qui sont en situation de handicap, donc par exemple des grosses dyslexies, malvoyances, des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité de suivre pendant les séances normales. Donc on les prend à part, dans les horaires qui les arrangent, on essaye de s'arranger le maximum, et on les prend à 2 ou à 3 tuteurs pour 2 ou 3 PACES. Alors, donc vous êtes uniquement des tuteurs étudiants, il n'y a pas de personnel spécialisé ? Non, par contre on reçoit une formation à la cellule PACES Handicap pour pouvoir justement avoir ça adapté. Et moi j'ai bénéficié du tiers-temps pour le concours médecine, donc du coup j'ai voulu donner ça aussi et aider les gens qui ont un tiers-temps justement. Donc ça aide pas mal. Très bien. Et donc vous le faites cette année ? Vous avez été tuteur ? Moi j'ai été tuteur, là je suis en 3e, enfin je passe en 4e année, donc j'ai été tuteur 2e et 3e année, tuteur qualifié, donc tuteur handicap. Très bien. Voilà, donc moi je suis tuteur Erasmus au sein de l'ATP, donc l'association en pharmacie, puisque aujourd'hui c'est la seule qui propose ce service, on espère l'étendre. Donc mon rôle c'est vraiment d'aider et d'accompagner les étudiants étrangers qui arrivent à Montpellier et qui du coup sont un petit peu perdus. Cet accompagnement c'est à la fois sur la vie à la faculté, avec le contact avec les professeurs pour leur validation de matière,
mais aussi dans leur vie personnelle, par exemple comment ouvrir un compte en banque ou alors une ligne téléphonique. Notre mission, c'est aussi de les intégrer au maximum à la vie de la faculté. Pour cela, on les intègre à tous les événements qui sont organisés à la fois par Montpellier et par la faculté, mais on leur crée également des événements, et c'est le cas notamment des 2 grands événements qui ont été la visite de la ville et un rallye organisé. Et en contrepartie, on est là également pour aider au maximum les étudiants français, étudiants, qui souhaitent faire une partie de leur cursus à l'international. Du coup, on les aide. Entendu. Et alors les étudiants étrangers qui viennent faire pharma à Montpellier, ils viennent d'où en général? C'est un petit peu des 4 coins de l'Europe. On a beaucoup d'Italiens, Espagnols, mais également des pays de l'Est. Entendu. Donc c'est peut-être pour eux que l'adaptation au climat méditerranéen est plus compliquée? Oui, voilà, c'est ça. Et puis à la culture aussi, qui sont totalement différentes chez eux. Parfait. Merci jeunes hommes. Continuez bien. Bonnes vacances. J'imagine que vous en êtes. Bon. Alors, je me retourne vers nos 2 nouveaux convives. Anonyme, projet et festival, projet de lutte contre les stéréotypes. Alors, de quoi s'agit-il exactement à Nîmes? On lutte contre les stéréotypes comment? Alors, on va peut-être dans un premier temps juste présenter donc l'association qu'on représente, donc qui s'appelle Ecopsy. Donc c'est une association donc qui est basée à l'université de Nîmes, une association étudiante créée à la base donc en 2005 par des étudiants en master de psychologie sociale de l'environnement et qui poursuivait dans un premier temps l'objectif de faire connaître la psychologie sociale de l'environnement, parce que ça peut porter à confusion quand on le dit comme ça. Et puis aussi de mettre au service de la communauté les compétences de l'université et surtout donc de la psychologie sociale et environnementale. Voilà, donc après pour donc Anonyme. Donc Anonyme, c'est avant tout un projet de lutte contre les stéréotypes. Donc c'est peut-être important de dire ce que c'est qu'un stéréotype. C'est le fait d'attribuer à une personne un certain nombre de caractéristiques du fait de son appartenance à un groupe. Et c'est un thème bien connu de la psychologie sociale, donc le master dont on est issu. Et on sait à quel point ces stéréotypes peuvent être un handicap. Premièrement parce que ça va donner lieu à des discriminations, et deuxièmement parce que les personnes vont avoir tendance à intérioriser ces stéréotypes et à s'auto-dévaloriser. Donc le projet Anonyme, il s'articule autour de 3 axes, un axe scientifique, un axe pédagogique et un axe artistique. L'axe scientifique consiste d'abord à faire un état des lieux des différents stéréotypes qui peuvent exister au sein de la ville de Nîmes, notamment concernant les populations qui vivent dans les quartiers sensibles. Et ensuite, on va se servir de nos compétences scientifiques pour évaluer notre action. Ensuite, la partie pédagogique, donc ça se passe à la fois dans les collèges, dans les établissements scolaires et à l'université. Dans les écoles, on va solliciter les enseignants pour pour sensibiliser les jeunes à la thématique du stéréotype dans le cadre du programme scolaire. Et à l'université, eh bien, on sollicite des étudiants de licence pour nous aider dans les enquêtes qu'on mène. Donc ça les forme à la thématique du stéréotype et en même temps, ils apprennent à réaliser une étude, etc. Et concernant la partie artistique, là, l'idée, c'est de permettre à des jeunes de se rencontrer, des jeunes issus de différents milieux, autour d'activités artistiques comme des concerts, des ateliers d'écriture, de la danse, etc. Et un rendez-vous en septembre en particulier? Oui, donc en septembre, on organise 2 jours de festivités dont l'objectif est de permettre de l'échange. Donc il va y avoir un certain nombre d'activités autour de la culture des quartiers, notamment du hip-hop qui se dérouleront à l'université, et inversement des activités plutôt universitaires qui se dérouleront dans les quartiers. Entendu. Et alors en matière de stéréotypes, quels ont été les plus flagrants contre lesquels vous devez lutter à l'université? On est en train de dépouiller les résultats. D'accord. Très bien, merci. Bon travail à vous. Merci à vous. Merci. Allez, on termine cette carte blanche aux étudiants. Luc Marquis, il y a une erreur? Oui, alors ça fait 20 ans que j'essaye de passer ma première année de DUG, je crois qu'on n'appelle plus ça comme ça. Donc je suis toujours à l'université. Non, c'est pas vrai. Non, je profite des réseaux universitaires pour diffuser des chansons québécoises, donc notamment aujourd'hui sur Radio Campus et sur CFAC, qui ont eu Rock Patente. Rock Patente, exactement. Donc qui se veut une porte ouverte sur la musique alternative québécoise. Et j'insiste sur alternative parce qu'en France, on connaît beaucoup Céline Dion, etc., Garou, etc. Et il faut savoir qu'au Québec, il y a vraiment des chanteurs alternatifs, on va dire, qui sont vraiment
qui ont beaucoup de talent, quoi. Et j'ai toujours été surpris de ne pas les entendre sur nos radios. Donc voilà, depuis 99 maintenant, j'essaye de promouvoir cette musique. Donc sur Radio Campus Montpellier, donc étudiante, hein, c'est pour ça que je suis là, et sur CEFAC, donc la radio de l'université de Sherbrooke, qui a eu la gentillesse de m'accueillir, et je les en remercie tout à fait. Donc une émission 14 ans d'âge. Rock Patente a commencé cette année sur campus et sur CEFAC. Mais avant, j'étais sur une autre radio associative. Et la particularité de cette année, c'est que Montpellier et Sherbrooke sont deux villes jumelées. Donc l'idée, c'est de faire découvrir des artistes montpelliérains à Sherbrooke via CEFAC et réciproquement des artistes de Sherbrooke sur Montpellier via Radio Campus Montpellier. Et je dois avouer que j'ai un petit scoop pour vous, pour Campus Mag, puisque j'ai mon oncle Serge qui m'a fait l'immense joie et l'immense privilège. Mon oncle Serge, c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu alternatif et étudiant au Québec. Et ce grand monsieur, cet énorme monsieur, est devenu le parrain de Rock Patente. Et je vous demande de l'écouter. Et ensuite, on va écouter un petit peu de musique québécoise. Ça nous fera une petite pause, cher Damien. Et on se retrouve tout de suite après. Mon oncle. Hey, tu me reconnais? C'est moi, le parrain! Enfin, je suis mon oncle Serge, mais je suis le parrain de l'émission de radio Rock Patente, diffusée à Sherbrooke sur les ondes de CFAK, la radio de l'Université de Sherbrooke, et diffusée également à Montpellier, en France, sur les ondes de Radio Campus Montpellier 102.2. Et c'est quoi Rock Patente? Tu te demandes, hein? Et c'est une excellente émission de radio animée, malheureusement pas par un Italien, mais animée par un maudit Français qui s'appelle Luc Marquive. Et lui, il fait jouer des musiques de Montpellier, des musiques de Sherbrooke et plein d'autres choses intéressantes. En tout cas, moi, c'est l'émission que j'aime le plus écouter pour me détendre entre deux règlements de compte. Et si jamais toi à la maison, t'as pas envie d'écouter Rock Patente, eh bien le parrain, il sera pas content. Et là, tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Nos cousins canadiens. La langue de chez nous, c'est une langue belle. On dirait qu'un fromage s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. C'est la langue. Toi, tu connais-tu le parler populaire qui s'élève des ruelles pis des caisses populaires? Ce n'est pas une langue chantier, c'est la langue des champs pis des chantiers. Moi, je parle comme je l'ai appris, je parle comme mes voisins quand j'étais petit. C'est pas du français international. Moi, ce que je parle, c'est le choix. C'est bon le choix. C'est sa gauche. C'est bon le choix. C'est que ça torche. C'est bon le choix. C'est malade mental. Fuck ceux-là qui disent qu'on va le mal. C'est bon le choix. Raconte tes têtes. C'est bon le choix. Fuck it en tête. C'est bon le choix. C'est l'un des deux. Fuck ceux-là qui disent qu'on va le mal. Le voile, c'est un diamant en plywood. Cassé avec un couteau de pêche. C'est un tabarnak de bons coups de coude. L'inco, toute la langue française. Le voile, c'est des sacs en masse avec des mots anglais juste à bonne place comme hey man, t'aurais-tu une smoke? Mais pas trop quand même, on est pas des blocs. On est pas des blocs. C'est bon le choix. Ça garoche, c'est bon le choix. Ça clenche en masse, c'est bon le choix. Ça verse dans le dash, fuck ceux-là qui disent qu'on va le mal. Fuck toi, fuck toi. Fuck vous autres qui disent qu'on va le mal.
Eh bien, ça déménage, le rock québécois. Ah, je vous avais dit, mon oncle Serge, c'est une référence qui touche plein de sujets de société aussi. Là, il caricaturise beaucoup la société québécoise et française. On l'a vu dans le clip avec l'Académie française, tu vois, avec des chapeaux haute forme. Enfin bon, c'est génial. Moi, je trouve qu'il fait un excellent lien entre la société, la culture française et québécoise. Et il vient souvent ici. Il vient à Montpellier. Il est venu cet hiver assurer un spectacle. Ici, il vient très très régulièrement. Donc, on s'est fait l'écho sur Radio Campus et sur CFAC. Donc, l'émission va reprendre l'année prochaine sur les deux radios, toujours une demi-heure hebdomadaire, Rock Patente. Parfait, merci Luc, et on salue donc les auditeurs de CFAC et Campus qui nous écoutent en direct. Luc, évidemment, ils te connaissent par cœur. J'espère qu'il y a quelques auditeurs, effectivement. Merci. Au revoir. Donc faites fin de cette carte blanche aux étudiants et on ouvre cette fois-ci l'actu des campus en Languedoc-Roussillon. Alors on accueille sur le plateau des collègues de Montpellier Supagro qui lancent la 4e édition cet été du campus d'été agriculture. Alors Florence Thèse, vous êtes responsable du service mobilité internationale à Montpellier Supagro. Gustavo Acmin, bonjour. Bom dia, vous êtes un étudiant brésilien en master agronomie à Supagro. Ouais. Et Michael White Carceller, qui est responsable du service des langues. Donc, Madame Tess, peut-être quelques mots sur ce campus d'été. Que se passe-t-il? Quel est le programme? Alors c'est un programme pendant lequel les étudiants étrangers viennent pour 2 mois. Le premier mois, ils suivent des cours intensifs de français dans notre établissement et au mois d'août, ensuite, ils vont passer le mois complet dans une ferme, dans une exploitation agricole. Ils vivent avec la famille française qui leur permet d'améliorer encore leur français, mais également de travailler dans une ferme et donc d'avoir une connaissance de l'agriculture. Donc c'est vraiment plongé intensif. Complètement. Dans la campagne française. C'est ça. Et j'imagine des cours de langue. Michael, vous gérez ces cours de langue, français, langue étrangère? Tout à fait. En fait, moi, je m'occupe de l'aspect pédagogique du campus d'été et en plus du 2e campus d'été, puisque Montpellier Supagro a 2 campus d'été qui s'appellent plus particulièrement les cours d'été Brésil, où il y a 200 heures de cours, où nous recevons des étudiants du Brésil et quelques Chiliens qui intègrent les écoles, les grandes écoles françaises et qui viennent tous à Montpellier pendant 2 mois suivre 200 heures de français, avec donc un volet linguistique et un volet culturel. Voilà. D'accord, donc ce sera un été brésilien. Un été très studieux. Et Gustavo Boa tarde, c'est l'après-midi. Ouais. Alors, spécial Brésil, vous avez participé donc au campus d'été l'année dernière? Oui, c'était une expérience vraiment intéressante, sympa. On a fait un voyage au fond du campus pour améliorer notre français en ferme. Et c'était super. Et alors, vous êtes allé où à la ferme, vous? À Castres. Ouais. Et alors, vous étiez bien accueillis là-bas, bien mangé? Oui. La nourriture, c'était incroyable. Oui. Et alors, j'imagine c'est des liens qui se nouent, des familles probablement avec qui vous êtes toujours en relation, non? Oui. J'ai envoyé quelques messages il y a quelques jours à des amis qui sont là. Ouais. Et alors, vous êtes d'où au Brésil? De la ville de São Paulo. São Paulo. Alors, peut-être ces amis de Castres, ils vont venir vous voir à São Paulo? Peut-être, ils sont toujours invités. Et alors, ça bouge beaucoup, là, en ce moment au Brésil. Quelques mots pour nous expliquer peut-être un petit peu ce qui se trame? Bien, c'est intéressant. C'est une chose je suis vraiment fier d'être brésilien à ce moment-là, parce que c'est un mouvement populaire pour revendiquer l'amélioration dans la politique au pays. C'est ça. Parfait. Et donc c'est la 4e édition de ce campus agriculture. Donc on a compris qu'il y a des stages dans des fermes, en tout cas une immersion dans des fermes. Culture, j'ai cru comprendre qu'il y a aussi quand même pas mal d'activités culturelles, des visites, des sorties, des fêtes. Voilà, c'est ça. Il y a une partie de cours, bien sûr, mais en dehors de ça, il y a des visites de Montpellier, des visites d'exploitation agricole, des cours de cuisine, des ateliers de théâtre, des activités diverses et variées qui font que ce n'est pas seulement la classe, mais aussi des moments de convivialité, des moments agréables à partager ensemble. Une vraie colonie de vacances en somme. Un peu. Avec des belles rencontres. Voilà, exactement.
Très bien, merci beaucoup. Bon campus d'été, amusez-vous bien. Merci. Bonne culture, bon cours. Merci. Et bonne suite. Alors, on a été allé à la rencontre de Paul Pandolfi, le directeur de la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier, puisqu'il lance un appel à projet 2014. Donc, on le retrouve. Bonjour Monsieur Pandolfi. Bonjour Monsieur Conaré, bienvenue à la MSH. Donc la Maison des Sciences de l'Homme lance aujourd'hui son appel à programme 2014. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. La principale mission de la Maison des Sciences de l'Homme est d'héberger pour des durées de 2 à 3 ans des programmes de recherche pluridisciplinaires. Comme les années précédentes, nous lançons aujourd'hui notre appel à programme 2014. Et alors qu'est-ce qui caractérise un appel à programme de la Maison des Sciences de l'Homme ? Alors, outre son excellence scientifique, un programme hébergé à la Maison des Sciences de l'Homme comporte un certain nombre de caractéristiques. Première caractéristique, ce programme doit être interdisciplinaire, ce qui veut dire que les équipes concernées relèvent de disciplines différentes. Deuxième caractéristique, un programme hébergé à la Maison des Sciences de l'Homme doit être obligatoirement interinstitutionnel. Les équipes de recherche qui adhèrent à ce programme doivent relever d'institutions différentes, les universités et les organismes de recherche membres de notre GIS MSH. Enfin, une troisième caractéristique, ces programmes doivent avoir une touche internationale. Ils doivent mobiliser des équipes et des chercheurs étrangers, principalement de l'ère euro-méditerranéenne. Entendu. Alors cette année, quelle est la thématique de cet appel à programme ? Alors, si vous voulez, la thématique générale de la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier est dynamique des interactions euro-méditerranéennes. Cette dynamique se décompose elle-même en 6 axes de recherche qui couvrent l'ensemble des domaines et disciplines en sciences humaines et sociales. Alors, enfin, comment est-ce qu'on fait pour répondre à cet appel ? Sur notre site web, vous pouvez dès à présent trouver le texte de cet appel à programme, ainsi qu'un dossier à télécharger et à nous renvoyer avant le 15 octobre. Ces dossiers de candidature sont ensuite évalués et classés par le conseil scientifique de la Maison des Sciences de l'Homme. Les programmes labellisés, outre un financement de leurs activités, bénéficieront des services de notre maison. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, 20 programmes ont été hébergés à la Maison des Sciences de l'Homme, ce qui a organisé 59 manifestations et plus de 200 chercheurs français et étrangers sont venus sur notre site. J'ajouterai également que nous avons publié 3 ouvrages et produit plusieurs heures de podcasts. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne émission. Retour en direct sur le plateau de Campus Mag Languedoc-Roussillon, ici à l'accueil du Presse Sud de France à l'Institut de Botanique. Et on accueille Benoît Bardy, bonjour. Bonjour. Et donc vous êtes le fondateur et directeur de Euromove, c'est le nouveau centre européen de recherche, d'innovation et de développement technologique sur le mouvement humain à l'Université Montpellier. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Le Move, le mouvement ? Le Move, le mouvement, et c'est un centre effectivement sur le mouvement humain normal et pathologique qui allie à la fois de la recherche fondamentale et la recherche clinique, principalement sur les pathologies de la motricité, le maladie de Parkinson, les accidents vasculaires, mais aussi des entrepreneurs. Donc c'est un centre où vont cohabiter et travailler ensemble à la fois des chercheurs, 60 chercheurs d'un laboratoire qui s'appelle Mouvement et Santé, mais aussi des jeunes entrepreneurs qui montent leurs premières entreprises. Et donc, ils vont capitaliser sur le savoir des chercheurs pour créer de la connaissance et de la technologie. Et donc, la particularité, c'est de mettre ensemble dans un même lieu et dans un même temps des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, à la fois des chercheurs et à la fois des entrepreneurs. Alors, Move, parce que c'est le mouvement, le mouvement entre le moment où vous pensez à bouger et le moment où vous contrôlez ici de manière fine la dextérité ici de la partie motrice. Toute cette chaîne ici, elle est compliquée à comprendre. C'est le travail fondamental ici que font les chercheurs. Mais c'est aussi, je le disais, les applications. Et Euro, parce que c'est un centre qui repose sur un montage européen, où les collectivités ici ont financé la construction de ce centre qui a été inauguré il y a 2 jours. Avant-hier, on a eu le plaisir d'avoir tous nos amis et nos collaborateurs pour l'inauguration, tous les institutionnels. La région Languedoc-Roussillon finance ce centre, le Conseil général, Montpellier Agglomération. Et Euro parce que la recherche et la technologie se fait ici en collaboration avec une quarantaine d'institutions européennes
qui sont impliqués dans nos projets et qui ont pour une partie d'entre eux leur bureau sur place. Donc les Européens viennent travailler avec nous à Montpellier quand ils le souhaitent. Parfait, alors on voit justement quelques images qui défilent, là, quelqu'un qui joue de la batterie, donc j'imagine qu'on enregistre ces mouvements pour comprendre quoi, justement. Voilà, alors regardez, ça c'est très intéressant, vous voyez effectivement un système de capture de mouvement, c'est de la vidéographie ici haute fréquence, pour monter jusqu'à 1000 images par seconde, c'est de la technologie avancée, et là vous avez une situation d'un batteur prodige. Alors c'est ce qu'on voyait avant, c'est un batteur prodige, on capturait les marqueurs ici de l'expertise. Et bon, là, vous avez quelques images de l'inauguration. Et le simulateur que vous avez vu juste avant est un simulateur de mouvement qui permet de reproduire les conséquences multisensorielles de n'importe quel mouvement. Et donc de travailler sur l'orientation, de travailler sur le mal des transports, de travailler sur l'équilibre pour des populations variées. D'accord, alors on a compris, donc un centre de recherche très appliqué, hein, avec des visées de développement, j'imagine. Alors de quel ordre, en l'occurrence? Pardonnez-moi, je vous coupe, regardez, vous avez ici donc, notre simulateur, où l'on voit bien ici, donc ça c'est Vincent Bonnet, un de mes postdocs en robotique, là, qui est en train de manipuler le système. Vous voyez ce grand bras robotisé, au bout de laquelle il y a une petite capsule, une navette, à l'intérieur de laquelle se trouve une personne, et qui est en train ici de voler. Donc c'est un simulateur ici de vol. On peut en faire un simulateur de voiture, un simulateur de tramway. On peut manipuler ici toutes les conséquences sensorielles du mouvement. Là, vous avez un autre simulateur qui est plus simple, mais qui est très intéressant, qui est un simulateur d'aviron, dans lequel on utilise la réalité virtuelle ici pour apprendre aux experts ici à moduler leur énergie au cours de l'aviron. Parfait, donc de multiples applications à venir de l'Euromove. Longue vie à vous, on est ravis de vous avoir accueilli si peu de temps après votre inauguration. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Allez, on change alors là totalement de sujet, direction l'Institut de recherche pour le développement, avec ce laboratoire de l'unité mixte du centre de l'IRD donc de Montpellier, un laboratoire spécialisé dans les résistances du virus du sida aux antirétroviraux. Donc avec nous Aïdjo Ayouba, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et donc vous travaillez dans ce laboratoire. Peut-être en quelques mots nous expliquer en quoi consistent exactement ces recherches. Oui, bonjour. Alors, notre laboratoire est une unité mixte internationale, comme vous avez dit. Donc, mixte, il y a une équipe de l'IRD, une équipe de l'Université de Montpellier 1, et puis des équipes des universités de Yaoundé au Cameroun et de l'Université de Dakar au Sénégal. Alors, l'équipe est constituée de 3 axes qui travaillent sur des thématiques convergentes. Donc, il y a un axe en particulier qui travaille sur la virologie fondamentale et notre travail entre autres, consiste à étudier les résistances du VIH aux antirétroviraux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la prise en charge médicamenteuse, la prise en charge thérapeutique des personnes atteintes du sida donc, commence à poser problème. Il y aurait des phénomènes de résistance, c'est nouveau C'est nouveau et en même temps, c'est quelque chose de naturel. Alors, le VIH, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un virus qui appartient à la famille des virus qu'on appelle des rétrovirus, qui par leur nature même, lors de leur multiplication, commettent systématiquement des erreurs. Donc, à chaque génération, il y a une particule virale différente des particules parents qui apparaît. Donc, la particularité des résistances lors du traitement antirétroviral, c'est qu'avec la pression médicamenteuse, on sélectionne des virus qui sont des mutants qui sont résistants. Et donc, ils étaient minoritaires au départ en l'absence de traitement et les patients sous traitement, le médicament sélectionne et les amplifie. Donc, ils deviennent majoritaires. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu pour qu'apparaissent des résistances aux antirétroviraux. Il y a des facteurs, bien sûr, liés au virus. Il y a des facteurs liés aux médicaments parce qu'ils n'ont pas tous la même efficacité. Et puis, il y a des facteurs liés aux individus aussi, en fonction de leur adhérence, de leur observance au traitement. D'accord, et justement, votre laboratoire de surveillance de résistance aux antirétroviraux est un des grands laboratoires, si j'ai bien compris, accrédité par l'Organisation mondiale de la santé? Oui, c'est cela. Notre laboratoire est accrédité par l'OMS depuis 4 ans maintenant. Et donc, le système de surveillance des antirétroviraux organisé par l'Organisation mondiale de la santé est un système pyramidal avec à la base des laboratoires accrédités au niveau national, ensuite des laboratoires accrédités au niveau régional et puis au sommet de la pyramide des laboratoires accrédités au niveau spécialisé. Donc il y a aujourd'hui, à ce jour, fin juin, il y a 31 laboratoires accrédités au niveau mondial, dont 7 spécialisés. Notre laboratoire fait partie de ces 7 laboratoires spécialisés qui sont tous situés dans les pays du Nord. Donc il y a 5 en Europe et 2 en Amérique du Nord. Entendu. Et vous avez une zone particulière d'observation ?
Alors nous travaillons avec les partenaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler depuis maintenant plus de 15 ans en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et dans le cadre de ce programme d'études de résistance avec l'OMS, nous travaillons plus spécifiquement avec des pays d'Afrique australe, comme par exemple la Namibie, le Zimbabwe, et ainsi de suite. En Afrique centrale avec des pays comme le Tchad et bien sûr nos partenaires historiques, le Cameroun. En Afrique de l'Ouest avec le Sénégal, le Burkina Faso et en Asie du Sud-Est. Mais il n'y a pas que les pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Il y a aussi certains pays européens avec lesquels nous travaillons dans ce cadre, comme par exemple l'Ukraine, comme dans l'ex-Union soviétique. Entendu. Et peut-être quelques mots pour savoir où est-ce qu'on en est de l'état de la pandémie du virus aujourd'hui dans le monde? Alors depuis le début de l'épidémie, de la pandémie maintenant, à la fin des années 70, début des années 80, plus de 60 millions de personnes sont touchées. Aujourd'hui, 34 millions de personnes dans le monde sont infectées par le VIH. Au niveau de ce qui concerne les antirétroviraux en eux-mêmes, donc là, 34 millions, mais 70%, voire plus, sont en Afrique subsaharienne. Donc sur les 34 millions de personnes infectées, environ 15 millions nécessitent d'être mis sous traitement antirétroviraux, mais seuls 54%, c'est-à-dire à peu près 8 millions, sont effectivement sous traitement. Les autres ne sont pas traités pour des raisons diverses. Entendu. Est-ce qu'on note quand même des progrès en matière de prévention, de prise en charge thérapeutique? Absolument, il y a des progrès énormes qui ont été réalisés, en l'occurrence depuis 2002, grâce à la conjonction des efforts des pays, des bailleurs de fonds internationaux, le Global Fund. Et donc, en Afrique, par exemple, beaucoup de personnes, il y a une augmentation de plus de 30 fois le nombre de personnes sous traitement antirétroviraux, et donc il y a beaucoup d'espoir, bien sûr. Parfait. Monsieur Ayouba, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pour ces précisions et merci. Bon travail dans vos recherches futures. Merci à vous. Merci. Une émission qui tire à sa fin. Quelques mots d'agenda qui nous sont glissés. Le 7 et 12 juillet à Montpellier se tiendra un congrès bisannuel de la Société internationale d'histoire de la philosophie et d'études sociales sur la biologie. Ça se tiendra à l'université Montpellier 3. Et dans le cadre de ce congrès se tiendra une conférence grand public qui s'intitule Le déluge informationnel, une opportunité pour des sciences expérimentales participatives. Tout un programme, ça se tiendra le mardi 9 juillet 2013. Ce sera à 20h dans la salle Jacques Ier d'Aragon, dans le quartier Richter. Entrée libre. Donc allez-y. Il nous est prévu un hymne à Sherbrooke par des étudiants. Je ne sais pas où ils sont. C'était peut-être enregistré, où ils vont arriver. C'est une surprise. Ils sont derrière. Non, c'est dans la caméra. Ils sont là. Les étudiants de l'Université de Sherbrooke ont adapté l'hymne à Québec du groupe Locolocas pour en faire l'hymne à Sherbrooke. En quelques jours, leur version a été partagée des milliers de fois dans les réseaux sociaux. L'université n'a rien à voir dans le processus de départ. C'était vraiment au départ un hommage à notre faculté et à la gang avec qui on est depuis des années. Ça fait 1 an qu'on travaille à fond sur le projet. Puis il y a eu une première hymne qui était l'hymne plus pour la faculté d'éducation physique et sportive, la FEPS, parce qu'on est des étudiants en kinésiologie, qu'on a fait en représentation. Et ensuite, une deuxième phase du projet qui nous a amené à faire l'hymne à Sherbrooke, globalement là, pour l'université tout entière. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les 9 facultés parce que dans la toune des locaux, ben, il y a 9 sections de la ville de Québec. C'est comme si tout fonctionnait. Fait que moi, je me suis dit, on n'a pas le droit de laisser une chanson qui n'est pas inclusive pour toute l'université. Donc maintenant, on travaille fort à savoir comment on peut inclure tout le monde. C'est comme ça qu'on plug le Francus, c'est comme ça qu'on parle du mammouth, c'est comme ça qu'on parle des facultés, puis on fait des petits hymnes aussi sur les génies. Puis... Admirateur des Locolocas, Merlin Wagner a profité de son implication à la radio étudiante de l'université pour demander au groupe de jouer l'hymne à Sherbrooke avec eux sur la scène du théâtre Granada. Moi, j'ai contacté Biz directement, Shafik, puis Batlam aussi. Puis finalement, j'ai réussi à avoir une entrevue avec Biz cette semaine, mercredi. Donc là, je courais parce que là, il fallait finir l'enregistrement de la chanson. Puis le lendemain, j'ai mon entrevue avec Biz. Là, Shafik, lui, voulait entendre la chanson pour dire si on pouvait la faire en spectacle avec eux. Fait que là, le matin, je me réveille, il est 7 h, je leur envoie tout le matériel qu'on a. À la fin de l'entrevue, dans le fond, lui, au début, il me disait qu'il était intéressé par le projet, de le faire en spectacle. Puis finalement, il dit, on est un trio, il faut attendre la décision des autres. Puis après ça, il dit, je viens de recevoir un texto de Chaf. Fait que vous venez à répète à 16 h samedi au Granada. Puis là, évidemment, j'ai explosé de joie, mais là, je me contiens un petit peu. D'abord, on trouvait que c'était une bonne idée, une bonne initiative. On était flattés
Là, ils voulaient la faire en show avec nous. Fait que là, on a dit oui, mais il faut qu'on entende ce que ça donne. Parce que si vous n'êtes pas capable de... Ça pourrait être un beau texte, si vous n'êtes pas capable de le faire, ça ne marchera pas. Donc, ils ont enregistré, ils ont vraiment botté les fesses, ils ont vraiment bien travaillé. On voyait une très bonne version quand même. Puis on l'a écouté, puis on a tout de suite dit parfait, on le fait. C'est une bonne idée, ça va marcher, ça va être adapté à Sherbrooke. Quand on entend ce que ces gens-là ont à dire de leur université, on voit très bien qu'ils ont l'éducation à cœur. Effectivement, c'est touchant. Moi, j'aurais pas eu autant de bons mots à dire de mon université. Là, donc, ça me touche. Ils disent à tout le monde, c'est tellement trippant ici, venez étudier avec nous. C'est pas banal, là. C'est beau, c'est sincère, c'est bien fait. Donc, vivement l'hymne à Sherbrooke. Là, c'est le grand jour, dans le fond, puis c'est ce soir, tantôt. Puis on va aller voir le show, puis après ça, on va aller faire le show. Et ben voilà, c'est terminé pour cette saison. Campus Maguelère, la 3e, c'est terminé. C'était formidable. À vous tous, on souhaite un bon été. Toute l'équipe. Toute l'équipe est là, ils sont planqués, on peut les montrer là-bas. Il y en a plein des techniciens, il faut les montrer. On a des petites coupures son de temps en temps, il faut nous excuser, hein, ça arrive. C'est de la faute, c'est de la faute à tout le monde. C'est l'avantage de mutualiser les problèmes, on mutualise aussi ce qui se passe bien. Regardez là-bas, il y a les techniciens. On se retrouve en septembre, ce sera à l'UM1. On n'a pas encore déterminé les horaires, mais ce sera avec Damien, c'est sûr. Merci à tous. Bon été, à la rentrée, à bientôt, au revoir.